Bonjour, voici donc un corrigé de l'étude de documents en histoire que vous aviez à faire le mercredi 14 octobre dans un délai surveillé en 1 heure de temps. Donc ce devoir portait sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce travail, ce que vous avez souvent oublié de faire, c'est l'analyse du sujet qui était à faire au brouillon. Réécrire le sujet ou travailler sur la fiche de consigne qui vous demandait, après avoir présenté, cherchez bien les verbes, le document, vous expliquerez, c'est clair, en quoi le film de Marcelo Fulls, Le chagrin et la pitié, constitue un tournant, là aussi on a un autre verbe, dans l'histoire de la mémoire de la période de l'occupation en France. Alors, après avoir présenté, vous savez que la présentation se trouve en général dans le paratexte. Nous y reviendrons. Le paratexte ici était relativement bien fourni, puisqu'on vous disait que c'était un texte de Françoise Giroud, dont il était précisé dans une petite note qu'elle était journaliste, écrivaine, cofondatrice en fait de l'Express en 1953, avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Vous n'étiez pas obligé de tout mettre, mais ça vous montre que c'est quelqu'un d'assez important et qui a joué un rôle important dans la vie politique et économique française et intellectuelle. Donc, ce texte, il était aussi daté du 3 mai 1971. Puis son contenu était indiqué également dans le paratexte. Au-dessus, vous aviez une petite phrase qui indiquait « Ce texte est une critique du film Le chagrin et la pitié, sorti en 1971, qui aborde la période de l'occupation sous un jour nouveau. » Donc vous aviez bien la thématique. On ne vous disait rien dans ces deux espaces-là de l'auteur du film, mais il est précisé ici dans la consigne que c'est un film donc de Marcelo Fulls. Avec l'ensemble de tout ça, vous aviez de quoi présenter le document, sans aucun problème. Ensuite, vous devez expliquer. Que veut dire expliquer? Expliquer, c'est les explications générales qui sont dans le cours. Vous allez lire le texte et vous ne pouvez le comprendre que parce que vous avez une leçon qui s'y rapporte. Donc, très important, mettre, je l'ai mis sur la diapositive suivante, l'ensemble des notions travaillées en classe. Puis, troisième temps, on vous demandait constituer un tournant. Si c'est un tournant, ça veut dire qu'il y a eu un avant et un après. Et là, c'est un véritable guide pour votre plan. Il va falloir que vous parliez un petit peu de l'avant. Qu'est-ce qui se passe avant? Quelle est l'histoire de la mémoire avant et celle après? Et puis ensuite, dernier thème, et bien là on est sur le thème principal, c'est ce dont il s'agit de parler. On vous demande de parler de l'histoire de la mémoire, de la période de l'occupation, c'est-à-dire de la guerre, en France. Donc, thème principal du cours, dans l'intro, vous devez donc définir les deux termes qui sont histoire et mémoire. Voici donc pour votre introduction. Alors, ce dont je vous parlais précédemment, les notions à mettre immédiatement sur le brouillon, les notions qui sont listées au début du chapitre et qu'il va falloir réutiliser forcément dans votre devoir. Ça, c'est à faire systématiquement, que ce soit en histoire ou en géographie. Ensuite, très vite, vous allez faire le lien entre les notions et le texte au moment de la première lecture. Et puis, pensez immédiatement aussi au plan qui est suggéré, qui est chronologique. Là aussi, c'était écrit, rien n'a été inventé. La deuxième étape, après avoir analysé votre sujet, vous devez lire le texte avec un surligneur. Alors ici, j'ai fait des choix de couleurs. Je vous ai mis en rouge des éléments qui vous donnent des indications sur le thème. En bleu, j'ai mis les noms des personnes citées et en vert, j'ai mis les exemples qu'il aurait été souhaitable de trouver dans votre devoir. Donc, on vous dit, ce film, vous ne le verrez pas sur le petit écran auquel il était destiné. Information très intéressante, tout de suite au brouillon, où on met une flèche sur le document et on note que ce film a donc été censuré. Le petit écran, c'est la télévision. Donc, il faut immédiatement mettre cette information. On tient en haut lieu. Qu'est-ce que c'est que le haut lieu? C'est forcément le pouvoir, puisque haut lieu, ce sont les dirigeants de la France. Or, en 1971, qui dirige la France? On est sous le septennat de Pompidou, qui va mal se terminer. Le général de Gaulle a enchaîné deux septennats, dont un qui n'a pas complètement terminé. Et Pompidou est son successeur légitime, et il n'a pas forcément encore remis en question la vision et la lecture de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on tient au lieu? Les Français incapables de se regarder dans une glace, tels qu'ils furent, tels qu'ils se dépeignent eux-mêmes, tels qu'ils se jugent. Donc là, il y a déjà un jugement de valeur très fort.
on voit bien que le film, il apporte un bouleversement, puisque on demande aux Français de se regarder dans la glace, et manifestement, ils n'en sont pas capables. Tout le monde le sait, mais il ne faut pas le dire. Donc malgré tout, c'est aussi dénoncer quelque chose qui était connu, mais qui était tu. Le manteau d'Hermine, ça, il fallait absolument le citer dans votre texte, parce qu'il fallait expliquer ce que c'était. Le manteau d'Hermine, cette expression est une expression, en fait, le manteau d'Hermine, c'est le manteau que portaient les rois de France, l'Hermine, c'est une fourrure. Alors, c'est pas ce que j'attendais dans la copie, mais le manteau d'Hermine, ça veut dire qu'il va recouvrir, hein, le manteau d'Hermine, Charles de Gaulle recouvre d'une vision commune, les guenilles de la France, c'est la France défaite de l'après-guerre. Et donc, qu'est-ce qu'il va cacher? Il va cacher qu'elle avait perdu non seulement la guerre, ce qui n'est rien, mais l'honneur. Alors, la France a perdu la guerre, ça on le sait, en juin 1940, et quand on parle de son honneur, il dénonce la collaboration. Et donc cette collaboration, c'est le régime de Vichy, c'est Pétain, dont il est question ici. Ensuite, et que prise en bloc, elle s'en arrangeait bien. Toutes ces petites notes, vous les mettez systématiquement, soit sur le côté du texte, ici, soit sur votre feuille de brouillon. Le premier choc est dur, pour peu qu'on ait eu plus de 15 ans, 40, on en suffoque. Ça veut dire qu'elle s'adresse à des gens qui étaient à l'âge adulte et qui avaient conscience de ce qui se passait. Alors ensuite, des citations. Elle raconte le film, elle dit ce qu'il y a dans le film. La foule fervente, agitant des petits drapeaux, acclamant un vieux soldat, parce qu'en France, ça finit toujours par un militaire, dit cruellement un Anglais. De qui s'agit-il? Ici, du vieux soldat, il s'agit bien du maréchal Pétain, qui a sauvé la France pendant la Première Guerre mondiale et donc qui a été appelé par Paul Reynaud, par l'Assemblée nationale, pour reprendre le gouvernement. Ensuite, on vous cite un chanteur. C'était écrit en bas, chanteur français, depuis l'entre-deux-guerres, qui a été soupçonné de collaboration. Donc, chanteur français extrêmement célèbre, même dans l'après-guerre, qui chante « Ça sent si bon la France » en 1941, c'est-à-dire on est déjà en pleine collaboration, et malgré tout, il montre bien qu'il y a une certaine occultation déjà de la part des milieux artistiques de cette situation. Pendant que le général Hutzinger, alors ici, demandait aux Allemands si nos deux pays ne pouvaient pas aller plus loin sur le plan de la collaboration militaire, ça aussi c'est une citation. C'est-à-dire que ce sont des images qui apparaissent dans le film. Il ne fallait pas avoir l'odorat sensible. La brochette de vedettes de l'écran, partant joyeusement visiter les studios de Berlin, de Vienne, de Munich. Le docteur Goebbels les accueillera. Goebbels, c'est un des artisans de la solution finale. Ici, même chose, on décrit des images du film, donc des vedettes françaises qui partent en Allemagne, donc qui scellent encore plus la collaboration. Puis des images d'Hitler devant la Tour Eiffel, devant l'opéra, montant les marches de la Madeleine, et sur son passage, les agents de police saluant spontanément. Elle le répète 2 fois pour montrer qu'ils ne sont pas contraints de le faire. Donc on est bien ici dans une description de la collaboration. Ce paragraphe pouvait constituer un élément de votre première partie où vous pouviez indiquer, donc, qu'en est-il de la mémoire, d'abord de l'immédiate après-guerre, quelle est la mémoire de la guerre que l'on a. Le mot-clé, vous le savez très bien, c'est le résistentialisme. Et ici, vous avez une illustration contradictoire, puisque le résistentialisme, c'est dire ce qu'a dit plus haut Charles de Gaulle, le manteau d'Hermine, voilà, on recouvre la véritable histoire en disant que les Français avaient été tous résistants. Et ici, nous avons des exemples qui montrent bien que ce n'était pas le cas. Donc, elle reprend tant et tant d'images qui font mal, de discours chevrotants, toujours une référence au maréchal Pétain, de proclamations ignobles ou imbéciles, que l'on croyait oublier, que nous étions nombreux à avoir volontairement enfouis pour toujours dans le sable de la mémoire, parce que la vie, ce n'est jamais hier, c'est aujourd'hui. Donc là, elle explique que ce film, ce qu'il montre, c'est que finalement, tout ça, on l'a oublié parce que cela ne nous arrangeait pas. Donc oui, le premier choc est dur, le premier choc de la vision de ce film. Il faut savoir qu'au-delà de 40 ans, personne ne peut voir le chagrin et la pitié innocemment sans retrouver le goût amer de sa propre lâcheté. Si l'on fut de la majorité, soit le tremblement de la fureur si on fut des autres. Donc ici, on est à nouveau dans une dénonciation de cette position qu'avait adoptée la France. Voilà, donc le texte est assez clair. Il dénonce la collaboration. Il dit que désormais, ce film nous permet d'avoir une autre vision que le résistentialisme. Tout ça, maintenant, il faut le replacer dans le cadre du cours. Alors, j'ai d'abord fait une petite présentation pour l'introduction. Donc, pour votre introduction, vous avez présenté le document. Donc, je reprends. Vous aviez le nom de l'auteur, la date, le sujet,
le contexte, annoncer la problématique, c'est-à-dire, en gros, reprendre le sujet, définir histoire, mémoire, mais n'annoncez pas le plan, c'est inutile. Dans cet exercice, c'est absolument pas attendu, euh, et c'est même plutôt contre-productif, puisque vous perdez du temps à faire quelque chose qui va être immédiatement visible. Vos parties ne vont pas être très longues, donc annoncez correctement vos parties dans votre travail, mais laissez tomber l'annonce du plan dans l'introduction. Ensuite, donc le plan suggéré, bien entendu, quelle mémoire de la Seconde Guerre mondiale avant 1970 et quelle mémoire de la Seconde Guerre mondiale après 1971 et la sortie du film. Ça restait relativement simple. Alors, je n'ai pas rédigé, je vous ai simplement fait un petit travail que vous devriez faire au brouillon, c'est-à-dire que disent les documents. Donc, lire les documents en prenant en compte les aspects explicites et implicites. Donc, la première partie, les mémoires de la guerre avant 1970, les mémoires de la guerre, elles sont traduites par ce que dit Charles de Gaulle, c'est-à-dire un manteau d'hermine. Donc, tout ça, ça doit être écrit dans votre copie, entre guillemets. Donc, et ensuite, vous expliquez. Le texte parle du résistentialisme mis en place par De Gaulle. Tous les Français ont été résistants. Il faut oublier la défaite. Il faut unir la France de l'après-guerre. Et nier Vichy, qui est nul et non advenu, comme si ce régime n'avait jamais existé. Précisez, j'ai oublié de vous le mettre ici, mais que ceci a été exprimé dès le discours de l'Hôtel de Ville en fin août 1944, lors de la libération de Paris par les Alliés et quelques résistants français, bien entendu, mais essentiellement par les Alliés, et De Gaulle arrive à ce moment-là et fait ce discours qui va fonder le résistentialisme. Mais ce résistentialisme, il n'est pas mis en place que par De Gaulle, il est aussi soutenu par les communistes, le fameux parti des 75 000 fusillés, qui adopte la même attitude et le même positionnement idéologique. Puis, cette attitude-là est renforcée par la théorie du bouclier de l'épée qui est mise en place par les pétainistes. Je ne la réexplique pas, elle est dans le cours. Et puis enfin, le cinéma des années 50 et 60 a aussi une position résistentialiste. On a regardé ensemble quelques extraits de l'Armée des Ombres qui adopte cette position, mais il y a aussi la bataille du Rail de René Clément qui vous propose la même vision. Donc, on doit aboutir à la fin du paragraphe pour dire qu'avant 1970, il n'y a qu'une seule mémoire qui domine, c'est la mémoire du résistentialisme. Elle est dominante parce qu'elle a été voulue par le pouvoir politique. Elle a été voulue pour maintenir une certaine unité sur le territoire français. La deuxième partie, les mémoires de la guerre après 70, dans le texte il est dit le miroir brisé, c'est un constat du film. Donc des Français incapables de se regarder dans la glace, un choc pour ceux qui l'ont vécu, l'adhésion à Pétain, la foule fervente, etc., la lâcheté. Donc il faut rappeler pourquoi il y a aussi cette transformation, il n'y a pas que le film est un accélérateur, mais le contexte. La mort de Gaulle, l'affaiblissement des communistes sur la scène politique, les travaux d'historiens qui se multiplient, notamment le travail de Robert Paxton, l'historien américain, le cinéma, donc là on est sur le film Le Chagrin et la Pitié, mais aussi le procès Eichmann en Israël dès 1961, et le développement d'associations qui libèrent la parole des autres victimes de la guerre. Alors, le film dénonce, bien sûr, la collaboration active des Français. Il est vraiment auto-centré là-dessus. Donc, il fallait vraiment centrer votre travail là-dessus et parler de la Shoah, éventuellement, dans la dernière partie ou dans la conclusion. Ensuite, la passivité de la majorité des Français qui acclament Pétain, et puis l'aspect attentiste, qui est extrêmement important aussi. La collaboration de la police française, qui est aussi relativement forte. Dans votre rédaction, il s'agissait de bien commencer par une phrase qui donne le sujet du paragraphe, j'en ai lu qui ne correspondait pas à ça, et mettre systématiquement une citation du texte, puis les connaissances pour l'expliciter. En mettant dans les connaissances, on intègre bien entendu, les notions qui ont été vues au début du cours. Pour la conclusion, je n'ai pas préparé quelque chose de spécifique, elle n'est pas forcément attendue dans ce type d'exercice, surtout en terminale S, mais si vous devez faire une conclusion, vous reprenez en une phrase ou deux pour dire que repartir du texte, c'est-à-dire que ce texte montre bien un tournant entre un avant et un après, et éventuellement dire que on va continuer, ça c'est votre ouverture, vers
plus de reconnaissance des mémoires, notamment pendant la période suivante, c'est-à-dire à partir des années 90, et pourquoi pas citer le discours de Chirac de 1995 sur la reconnaissance de la participation des Français dans la rafle du Veldiv.